Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine d'information sur Canal Info News. Votre magazine d'information le 19h-20h, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Au menu de votre magazine, un ou plusieurs invités pour commenter avec nous l'actualité au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, notre actualité porte sur la crise alimentaire dans le Sahel et c'est à l'occasion justement de la célébration ce dimanche de la Journée mondiale de l'action humanitaire. Notre thème d'échange, de discussion, ou si vous voulez, notre débat d'aujourd'hui va porter sur quelle synergie pour une solution à long terme à la crise alimentaire au Sahel, thème initié par Oxfam. Alors avec Oxfam aujourd'hui et nos partenaires et leurs partenaires également et le gouvernement du Sénégal, nous allons promouvoir les messages et les politiques de lutte à long terme contre les vulnérabilités structurelles au Sahel. Ceci en mettant toujours en exergue que ces crises cycliques peuvent être évitées avec plus d'investissements à long terme dans le domaine de l'agriculture, de la réserve alimentaire et de la protection sociale. Donc pour ce numéro qu'on peut appeler spécial 19h-20h, à l'occasion, je vous le rappelle, de la journée de l'action humanitaire, eh bien nous aurons comme invité M. Al-Hassan Cissé, responsable régional du plaidoyer sur la sécurité alimentaire à Oxfam. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau du 19h-20h. Et également, nous avons sur ce plateau M. Cyprien Fabre, ECHO, chef du bureau de la Commission européenne, DG de ECHO. Bonsoir, M. Fabre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation sur ce plateau. Et pour le représentant du ministère de l'Agriculture, nous avons M. Jean-Pierre Senghor. Bonsoir, M. Senghor. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi. Alors, qui est M. Jean-Pierre Senghor? Jean-Pierre Senghor, c'est simplement un conseiller, le premier conseiller du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Voilà, nous sommes en fonction depuis l'avènement du nouveau gouvernement. Tout à fait. Voilà. Alors peut-être en savoir un peu plus sur M. Alassane Cissé. Oui, je suis le coordonnateur régional du plaidoyer en sécurité alimentaire pour l'Afrique de l'Ouest à Oxfam. Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui travaillent ensemble dans plus de 92 pays dans le monde pour trouver des solutions durables à l'injustice et à la pauvreté. Alors, M. Fabre. Et le bureau humanitaire de la Commission européenne est implanté à Dakar pour couvrir un petit peu les actions qui sont financées en Afrique de l'Ouest. La DG ECHO, donc le service humanitaire de la Commission, est un bailleur de fonds d'action humanitaire. Oui. Alors, bien entendu, je le disais tantôt, aujourd'hui notre thématique va porter sur la crise alimentaire dans le Sahel, crise récurrente depuis les années 2005 et qui ne cesse justement de s'aggraver. Et pourtant, eh bien, il y a des solutions. Alors nous sommes là avec nos invités pour essayer de trouver une solution durable à cette crise alimentaire dans le Sahel. Mais regardons d'abord ce sujet pour camper notre débat, ce qu'on appelle le paradoxe de la faim. La Terre compte aujourd'hui plus de 6 milliards d'êtres humains. 852 millions de personnes souffrent de la faim, soit 14% de la population totale ou une personne sur 7. 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent tous les jours de causes liées à la malnutrition. Mais contrairement aux idées reçues, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population et la faim devrait être bannie de notre planète. Ainsi, le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir toute l'Afrique. L'Éthiopie compte le plus grand cheptel du continent africain, plus de 31 millions de bovins, 20 millions de moutons, 15 millions de chèvres, 6 millions de chevaux et d'ânes, de quoi fournir en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. L'Inde, elle aussi, produit suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population locale, soit 1 milliard d'habitants. Et pourtant, la moitié de la population du Congo souffre de malnutrition.
En Éthiopie, c'est entre 25 et 50% des gens qui en souffrent. L'Inde affiche quant à elle un taux de malnutrition de l'ordre de 25% de sa population. L'incroyable paradoxe, c'est que c'est en milieu rural que l'on trouve le plus de personnes souffrant de malnutrition. À l'échelle mondiale, 70% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs. Le Congo compte 62% de paysans, l'Éthiopie 81% et l'Inde 54%. L'Union européenne compte seulement entre 2 et 6% d'agriculteurs selon les pays, les États-Unis 2%. Pourtant, dans ces pays, ce n'est pas de faim, mais de suralimentation et d'obésité dont on parle, alors que la faim continue par ailleurs d'augmenter. Comment est-ce possible ? Comment des pays qui produisent légumes, fruits, céréales et viande, sans oublier du lait, peuvent-ils compter autant de personnes ayant faim ? La réponse n'est pas à chercher du côté de la fatalité, mais bien des politiques économiques mises en place. Voilà, bien sûr, nous allons interroger justement ces politiques économiques mises en place. Alors peut-être donner tout de suite la parole à M. Cissé. Quel commentaire faites-vous justement de ce film qui campe le débat sur la crise alimentaire dans le monde? C'est véritablement un paradoxe, et ce paradoxe aussi, on le constate en Afrique de l'Ouest, pas seulement au niveau mondial. En Afrique de l'Ouest aussi, on a des ressources qui permettent peut-être de bien développer notre agriculture pour permettre de nourrir l'ensemble de la population. Mais comme on le sait, les politiques agricoles qui sont en Afrique de l'Ouest ne sont pas des politiques agricoles adaptées ou appropriées pour permettre de lutter contre la pauvreté et de briser ce cycle de la faim. Et les crises alimentaires que nous voyons aujourd'hui ne sont pas seulement des crises alimentaires chroniques, mais des crises alimentaires structurelles qui montrent que le système alimentaire qui est en cours au niveau mondial, mais aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ne permet pas d'avoir des solutions durables qui permettent à ces agriculteurs-là de sortir du cycle de la faim. Et comme le reportage l'a bien montré, paradoxalement aussi, ce sont les agriculteurs qui souffrent le plus de la faim. Donc, voilà. Alors, monsieur Favre? Oui, le reportage l'a très bien montré. Ce sont vraiment dans les zones de production agricole qu'on a le plus de taux de malnutrition et de grande pauvreté. Et on a en Afrique de l'Ouest ce problème-là également pendant les bonnes années agricoles. Et ça montre bien que le problème n'est pas spécifiquement lié uniquement à l'agriculture, puisque même dans des bonnes années agricoles comme en 2011 au Niger par exemple, on se souvient, une bonne année, il y a eu 300 000 enfants qui ont été pris en charge contre la malnutrition. Donc ça montre bien que les causes sont structurelles. L'agriculture joue un rôle évidemment, mais ce n'est pas le seul, c'est vraiment une crise d'accessibilité. La plupart des paysans dans les campagnes achètent leur nourriture sur les marchés. Et cette nourriture est extrêmement chère, de plus en plus chère dans le monde. Et c'est ça qui fait la difficulté pour eux d'accéder à la nourriture. Et donc, on est dans une crise de grande pauvreté, d'extrême pauvreté. Tout à fait. Peut-être voir avec M. Senghor quel commentaire il a à faire justement de ce film intitulé Le paradoxe de la faim et peut-être le cas du Sahel, pourquoi pas. Oui, je crois que le film est bien titré parce qu'effectivement, il s'agit d'un véritable paradoxe. Bon, je retiens la conclusion justement qui dit qu'en réalité, il faut aller rechercher ce paradoxe-là, non pas dans la disponibilité de la ressource alimentaire, mais dans les politiques qui sont mises en œuvre. Je crois que ce qui a été dit, je partage parfaitement tout ceci. Et voilà, le questionnement, c'est celui-là. Pourquoi avons-nous encore faim? Au Sénégal, cette année, il y a eu 800 000 personnes qui sont touchées par la faim. Et donc, voilà, et 70%, comme on a dit, 70% de ces personnes-là se trouvent en milieu rural. C'est ça le véritable paradoxe qu'il faut essayer d'adresser. Alors, avec vous, M. Fabre, comment identifiez-vous justement les causes de cette crise alimentaire dans le Sahel? Elles sont multiples et elles sont dues à
à une faillite des politiques de développement de ces des dernières dizaines d'années, qui n'ont pas amené à un développement des populations rurales. La politique s'est beaucoup focalisée sur des grandes productions exportatrices, mais assez peu finalement sur la lutte contre la pauvreté. Et on se retrouve avec une population qui augmente, une malnutrition qui augmente, avec une pauvreté qui s'entretient en fait de génération en génération, et avec des parcelles de plus en plus petites, avec moins d'accès, moins d'argent, donc moins de possibilités de se soigner. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus au centre de santé au Sahel parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner. Et donc la malnutrition est là, on n'a pas accès à l'eau potable. C'est tout un ensemble de choses. Et donc, pour sortir de là, il faut une politique ambitieuse de la part de chacun des gouvernements, avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux et de la société civile, mais une politique qui soit complète, pas uniquement agricole, pas uniquement sur la santé, une approche complète. La cible, c'est la grande pauvreté. Et durable dans le temps et dans l'espace. Absolument. Tout à fait. Peut-être le regard de nos amis d'Oxfam en la personne de M. Cissé, qui est chargé justement du plaidoyer sur la sécurité alimentaire. Alors, les causes, comment l'avez-vous identifié dans votre structure? Oui, je l'ai dit tout à l'heure dans mon entame qu'il y a plusieurs causes. Les causes chroniques, on les connaît tous, c'est les sécheresses, les inondations, etc. Mais ces causes chroniques qui découlent toujours sur une crise alimentaire majeure cachent mal les causes profondes qui sont structurelles. Et structurelles parce qu'il n'y a pas de politique agricole qui sont adaptées et qui sont orientés aussi vers vers la petite agriculture, vers l'exploitation familiale. Il y a aussi que le système de production il est peu performant et tout ça entraîne, quand il y a le moindre choc, une crise alimentaire d'envergure. Tout à l'heure, il a parlé de malnutrition en année normale. Pour donner juste un chiffre, au Sahel, 300 000 enfants meurent de malnutrition chaque année, en année normale. Donc, ce qui veut dire que ce ne sont pas seulement... Il faut encore se pencher sur les politiques. Il faut se pencher. Et quand il y a sécheresse aussi, il y a des chutes de production. Et cela ne devrait pas, en fait, entraîner de graves conséquences s'il y avait un système alimentaire adapté qui permet de réguler les prix et qui permet, en cas de chute de production, d'avoir des réserves alimentaires, par exemple, qui permettent aux populations d'accéder à la nourriture. Parce que le problème, il n'est pas seulement un problème de disponibilité, mais il est aussi un problème d'accessibilité. Les populations rurales, par exemple, dépensent 80% de leur budget à l'alimentation. Et ce qui donc, ce sont des crises de vulnérabilité. Les populations ne sont pas résilientes face à ces chocs-là. Et il faut développer des politiques et des stratégies agricoles qui permettent à celles-ci d'avoir des capacités de résilience pour faire face à ces chocs-là. Voilà, justement, c'est l'occasion d'interpeller M. Senghor, qui est conseiller technique au ministère de l'Agriculture. C'est vrai, vous venez votre ministère vient d'être mis en place et vous avez dit tout à l'heure, il y a pratiquement 800 000 personnes qui sont plus ou moins concernées au Sénégal. Alors, avez-vous identifié justement les causes de cette crise et les perspectives justement du gouvernement par rapport à cette crise alimentaire? Alors, comme ils l'ont dit, écoutez, je crois que si on prend le cas du Sénégal, parce qu'on pourrait commencer par parler de la situation dans le monde, mais c'est une question qui va au-delà du Sénégal, mais prenons le cas du Sénégal qui est quand même assez intéressant. Si on regarde ce qui s'est passé dans les années 90, entre 90 et aujourd'hui, on se rend compte que les superficies totales cultivées passent de 2,8 millions d'hectares à aujourd'hui à peu près 2,3, 2,2 millions d'hectares cultivés. Ça veut dire qu'il y a une chute des superficies cultivées. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? La population agricole elle-même, on se rend compte qu'elle a vieilli. Les enfants de ces agriculteurs ne sont pas dans l'agriculture. Donc tout le monde vient un peu s'agglutiner dans des grandes villes comme Dakar, qui aujourd'hui renferme
presque le quart de la population totale sénégalaise. Donc il y a un véritable problème d'aménagement du territoire qui se pose. Et donc c'est pour vous dire que ces questions-là sont transversales. Et c'est pour ça, je crois que il faut que l'on arrive à rendre attractif non seulement le monde rural, mais l'agriculture en elle-même. Quand j'étais plus jeune, ingénieur dans la vallée du fleuve, j'étais dans une zone Bakel. Et vous savez, il y a un taux d'immigration assez élevé là-bas. Et je passais tout mon temps, quand je passais dans les villages où je passais la nuit, et je voyais qu'il n'y avait que des femmes. Et toutes les forces vives étaient parties. Et donc, j'ai passé mon temps à leur dire, écoutez, vous avez des terres, il y a de l'eau, parce que ce n'est pas un problème l'eau chez nous. Heureusement, on a beaucoup d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que la première entrée en agriculture, c'est l'eau. Mais les gens vous disent, non, ce n'est pas dans l'agriculture que nos enfants feront leur avenir. Donc la première question, c'est celle-là. Est-ce que réellement, quand on parle des politiques, est-ce que réellement il y a eu des politiques qui incitent, qui encouragent et qui rendent l'agriculture attractive? Tout à fait. Voilà. Alors bien sûr, si l'agriculture marche, même si cela peut résorber une partie de cette famine, il faut l'améliorer, il faut l'adapter et trouver une solution durable. Peut-être parler justement de ces conséquences sur les populations avec toutes ces crises récurrentes, M. Cissé, au Sahel. La conséquence peut-être la plus dure, c'est qu'il y a la perte de moyens d'existence. Et quand une crise survient, il faut du temps aux populations affectées pour se relever et se remettre à marcher, se remettre à fonctionner normalement. Donc une crise entraîne nécessairement une perte de moyens d'existence, que ce soit le bétail, que ce soit les stocks, etc. Et ça, c'est la plus grande conséquence. Qu'il y a d'autres conséquences dans la famille, notamment qui entraînant une malnutrition beaucoup plus sévère, une perte de revenus et réduire la capacité même de ces populations-là à investir dans l'agriculture si possible. Alors, donc, oui, peut-être voir avec M. Fabre les conséquences en tant que membre de l'action humanitaire à l'Union européenne. Comment avez-vous identifié toutes ces conséquences sur les populations? Elles sont énormes, les conséquences, et je dirais que la plus immédiate, c'est, comme M. Cissé le disait, c'est qu'on perd ses moyens. C'est la 3e crise alimentaire dans le Sahel en une décennie. Les gens s'endettent pendant la période de soudure, et si les récoltes sont mauvaises, ou même si elles sont bonnes de toute façon, le peu de récoltes qu'il y a sert à rembourser les dettes, et on s'appauvrit petit à petit, on vend tout. Et donc on revient encore dans l'extrême pauvreté dont on ne peut pas se sortir. Et le corollaire immédiat, c'est la malnutrition pour les enfants. La malnutrition, c'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est quelque chose d'un peu caché, on ne le voit pas toujours, mais ça a un impact direct sur le développement des enfants, et sur leur capacité à apprendre à se développer, et au final, la capacité d'un pays à se développer. Il faut une population qui soit capable de se développer. La population rurale, dans beaucoup de pays, c'est 50% d'entre elles est pauvre, voire très pauvre. Et donc c'est un poids énorme, et la conséquence, elle est immédiate sur les individus, mais elle est également au niveau des pays, au niveau du développement d'un pays. Et c'est ça qui est important à prendre en compte à tous les niveaux de responsabilité d'un État. Alors, si nous prenons le cas du Sénégal, le Sahel d'une manière générale, mais nous sommes au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, avec cette journée de l'action humanitaire, plusieurs pays francophones, justement, ont initié des émissions ou télévisées ou radiophoniques pour sensibiliser les populations. Alors, pour ne plus mettre en exergue cette crise, il faut justement beaucoup plus d'investissement, d'après les experts que vous êtes, les ministères, les gouvernants, les politiques, les ONG, les partenaires au développement, justement qu'il faut mettre l'accent sur l'agriculture, l'accent sur la réserve alimentaire et l'accent sur la protection sociale. Peut-être avec M. Senghor, avoir eu l'idée justement, ne plus se focaliser, mais faire justement de l'agriculture au moteur de développement
avoir une grande réserve alimentaire avec les politiques et avec les gouvernants et la protection sociale? Écoutez, je pense que si nous voulons que... Tout à l'heure, on a vu qu'en réalité, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas suffisamment d'alimentation ou d'aliments dans le monde. Le monde a produit suffisamment pour se nourrir. Mais la question, elle est ailleurs et on l'a évoqué ici. Aujourd'hui, au Sénégal, le problème, c'est d'abord de savoir si, dans les politiques que nous sommes en train de mettre en œuvre, le pays privilégie justement cette question de l'alimentation des populations. Parce qu'au Sénégal, on a souvent, disons, le modèle traditionnel a souvent privilégié de financer l'achat de riz importé par la production, disons, les produits de l'arachide et de la pêche. Et on a vu en 2008 les conséquences, c'est que dès que les prix montent, vous avez des émeutes. Il y a l'alerte de la FAO. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Et puis la question n'est pas technique. Comment faire pousser du riz? Comment avoir passé de 2,6 tonnes à 8 tonnes? Dans le nord, dans la vallée, on a des pics de 12 tonnes à l'hectare, supérieurs à ce qu'on a en Asie du Sud-Est. Donc le problème n'est pas technique. Le problème, c'est de savoir si réellement nous allons privilégier la production des céréales que nous consommons, parce que tout part de là. C'est ça le problème. Mais c'est cela aussi voilà. l'évidence qu'il faut. Non, c'est ça. Il faut absolument, c'est pour ça que, en tout cas, nous, ce que nous allons privilégier comme politique, c'est de produire ce que nous consommons, à commencer par le riz. Et contrairement à ce qu'on pense, la céréale la plus produite dans le pays, ce n'est pas le riz, c'est le mil. Le mil, tout à fait. Vous comprenez? Donc, les superficies qui sont cultivées en mil, et c'est la même chose que je disais tout à l'heure. Si on prend les années 85, on était autour de 1 300 000 hectares. Aujourd'hui, en 2011, on était autour de 800 000, même pas. La chute des superficies, les productions séparées. Alors, dans la vallée du fleuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas un problème d'eau, parce que le premier intrant, c'est l'eau. On a de l'eau à profusion. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est comment mobiliser l'eau. Donc, il y a des moyens qu'il faut déployer pour mobiliser l'eau. Le problème n'est pas là. Si nous mettons l'accent sur, oui, nous devons produire suffisamment de céréales, le riz, le maïs, le mil, nous avons la vallée du fleuve Sénégal qui, avec le potentiel de 240 000 hectares que nous avons sur la rive gauche, et aujourd'hui, on en est à presque 112 000 hectares aménagés, dont 47% des superficies qui sont aménagées. Si, dans l'est du pays, donc de Kédougou et le sud, toute la Casamance, jusqu'à Diogué, nous mettons l'accent sur comment aménager les vallées que nous avons là-bas et qui s'ensablent, si nous réglons les problèmes de salinité, qui sont des problèmes techniques qu'on peut régler, qui d'ailleurs se règlent au niveau traditionnel, les populations ont développé des pratiques, si nous faisons ça, si nous permettons aux populations de produire ce qu'elles mangent, qu'on ait deux cultures par an au moins, parce qu'on est capable d'avoir 3 saisons, je crois qu'on peut régler le problème. Voilà. Alors, M. Cissé, oui. Justement, de cesser de dénoncer justement cette famine, cette crise alimentaire, et de mettre l'accent justement sur ce facteur agricole de la réserve alimentaire et de la protection sociale justement de ces populations qui vivent dans le Sahel et le cas particulier du Sénégal. Oui, c'est des populations qui sont affectées, c'est des personnes qui sont affectées, mais quand on regarde bien les personnes qui sont affectées, c'est des personnes qui sont vulnérables. C'est les petits agriculteurs qui sont le plus touchés quand une crise survient. Et ces populations sont vulnérables parce qu'elles ne sont pas résilientes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles soient résilientes? Il faut investir dans la petite exploitation familiale, dans l'agriculture, mais aussi développer un système de filets sociaux qui permet à celles-ci de faire face quand ces crises-là surviennent. Parce que tôt ou tard, une crise va arriver. La question, c'est de savoir, ce n'est pas de savoir quand est-ce que la crise va arriver. La question est de savoir quand cette crise va arriver, comment ces populations-là vont y faire face.
Comment est-ce qu'on fera pour que les risques soient atténués? Et investir dans la protection sociale, dans les filets sociaux qui ciblent les plus vulnérables, c'est une solution. Développer aussi une politique de réserve alimentaire qui permet en fait de réguler les prix et de rendre les denrées alimentaires plus accessibles. Et la CEDEAO d'ailleurs est sur cette route-là, qui est en train de développer une réserve régionale qui va permettre de faire face aux situations d'urgence. Si le Sénégal est en crise, le Mali peut venir en appoint, le Burkina... Justement, mais il faut aussi que les pays développent aussi leur système de réserve alimentaire. Si vous regardez un pays comme le Mali, le Burkina, ils ont des réserves alimentaires très minimes, 25 000 tonnes, 30 000 tonnes, qui ne peuvent pas faire face à des crises alimentaires d'envergure. Je crois que l'investissement, il est nécessaire dans ces trois domaines-là. Peut-être les partenaires au développement, M. Fabre, que pensez-vous justement? Moi, je pense que c'est extrêmement important de commencer à voir les choses un petit peu différemment. Cette crise, cette année, nous montre que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ne marche pas, puisque de plus en plus de gens sont affectés. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise? En général, on se dit il faut investir dans l'agriculture, il faut des nouvelles semences, il faut augmenter la production. Mais on voit bien que ça ne change rien, puisque ceux qui, en général, ont les capacités d'augmenter la production ne sont pas les plus pauvres et ne sont pas ceux qui souffrent de malnutrition. Si on veut avoir un impact sur la malnutrition à grande échelle, et c'est énorme la malnutrition dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, il faut travailler pour lutter contre la pauvreté. Alors l'agriculture en fait partie, bien entendu, mais c'est un seul des aspects. La protection sociale, qui est quelque chose où il y a beaucoup de réflexions qui se font en ce moment en Afrique de l'Ouest, dans l'ensemble des pays, et au niveau de la CEDEAO également, c'est quelque chose qui est critique, parce que seul ça peut permettre à un petit agriculteur, d'une part, de rester là où il est et pas d'aller dans une ville ou d'envoyer ses enfants ailleurs, mais lui permet d'avoir un petit peu d'argent pour se soigner s'il est malade, pour acheter les céréales ou les semences sur le marché. Des semences, il y en a sur les marchés, les gens n'ont pas de quoi l'acheter. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Voilà. Alors, on a parlé de ces esquisses de solutions avec M. Senghor, avec vous, bien sûr, M. Favre, M. Cissé. Et il y a un point aussi, peut-être nous allons en reparler juste après cet élément que nous avons su, c'est-à-dire la randonnée de Baaba Maal, qui est ambassadeur d'Oxfam, pour sensibiliser, pour montrer justement que la crise est réellement là. C'est l'accaparement des terres. Parce qu'aussi, il faut veiller à la protection des terres de ces petits agriculteurs, parce que si les agro-businessmen débarquent dans ces zones-là, eh bien, finit la production de la petite agriculture domestique pour justement juguler cette faim si jamais il y avait famine ou bien crise alimentaire. Alors voyons la sensibilisation de Baaba Maal, eh bien, dans le Fouta, la crise est réelle. Je suis Baaba Maal et je suis ici en Afrique, dans le Sahel, avec Oxfam, pour attirer l'attention du monde entier sur quelque chose qui me tient à cœur. La pénurie des récoltes et la montée en flèche du prix des denrées alimentaires font qu'il y a beaucoup de populations dans cette partie de l'Afrique qui souffrent, et surtout avec leurs enfants. Des familles qui sont très vulnérables demandent à ce qu'on vienne les soutenir, les accompagner et de leur faire comprendre ce qui se passe. D'autant plus que je pense que nous pouvons quand même parer à cette situation, quoi qu'elle soit très grave. Mais si nous nous donnons la main, en agissant comme je le fais avec Oxfam, nous pouvons quand même aider ces populations à passer ces moments qui sont très douloureux. Les vies et les moyens de subsistance de beaucoup de familles sont en jeu. Mais cette fois-ci, nous pouvons agir. Nous pouvons agir ensemble et nous pouvons agir autrement. Et nous pouvons quand même protéger des familles entières avec leurs enfants. Je ne resterai pas
tranquille, sans faire quelque chose, comme je le fais actuellement avec Oxfam. Et je vous demande de faire la même chose avec nous tous, pour l'Afrique et pour le Sahel. Voilà, merci Baba Mal. Nous aussi, ici à Canal Info News, la chaîne Tout Info, nous jouons également notre partition de lutte contre la famine et lutter contre la crise alimentaire en participant à cette journée de l'action humanitaire. Alors peut-être le premier commentaire à faire, M. Fabre, sur cet appel, de l'artiste Baba Mal. Je pense que c'est un appel pour que tout le monde mette la main à la pâte pour juguler cette crise et trouver une solution durable et pérenne dans le Sahel. Et effectivement, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent pour l'instant sur l'ensemble de ces crises. Il y a évidemment les gouvernements en premier lieu, parce que c'est d'abord eux qui sont responsables et qui, avec leurs informations, déclarent s'il y a une crise ou pas, ils définissent un petit peu s'il y a une crise ou pas. Et ensuite, il y a les partenaires techniques et financiers, comme nous, comme bailleurs de fonds, avec les partenaires comme les Nations Unies, l'UNICEF, le PAM, et bien entendu les ONG. Soit internationales comme Oxfam avec leur relais sur le... Donc c'est vraiment une chaîne, si vous voulez, qui va partout. Et la différence qu'on voit un petit peu cette année, que cette crise cette année a pu un peu montrer par rapport aux précédentes, cette crise a été très médiatisée et d'un point de vue financier, elle a été beaucoup mieux financée, si vous voulez, que les précédentes. Donc il y a vraiment quelque chose, une chaîne et puis un changement de mentalité. On voit cette crise comme quelque chose qui maintenant doit être intégré comme pas une crise qui va arriver comme ça et puis on répond, mais quelque chose qui va arriver. Voilà. L'alerte précoce d'une part, mais surtout l'intégrer dans les politiques des gouvernements, parce que, comme on disait plus tôt, la prochaine, c'est peut-être pas l'année prochaine, mais si c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. Donc c'est quelque chose de structurel, ça va arriver, on le sait. Le Sahel est structurellement en crise, donc il faut travailler comme ça. Donc, bien sûr, la parole est à M. Senghor pour voir les perspectives du gouvernement sénégalais pour juguler, stopper, arrêter, pourquoi pas, un développement durable et périn dans le Sahel et précisément au Sénégal pour éviter ce genre de crise. Puisque nous sommes dans un ensemble qui s'appelle la CEDEAO, il y a des politiques, justement, la politique agricole commune, dans laquelle celle du Sénégal s'inscrit. Et il y a une loi d'orientation agro-silvopastorale qui est en cours, que nous avons, dont nous nous sommes un peu appropriés, Et il s'agit pour nous aujourd'hui de continuer un peu, mais en réorganisant un peu les choses, puisque tout le monde est d'accord qu'il s'agit simplement de s'organiser mieux pour produire mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? D'abord, une petite anecdote, quand on est arrivé au mois d'avril, à la fin avril, au début mai, nous sommes allés en Casamance, à Oukout, et ça encore c'est un paradoxe, et le ministre devait présider là-bas une cérémonie de distribution de vivres. Et le pauvre, il était très mal à l'aise dans son discours, et on sentait, il transpirait, il a dit à la fin, j'espère que c'est la dernière fois que je vais présider une cérémonie comme celle-là, parce que la mission d'un ministre de l'Agriculture, d'un État souverain, c'est de nourrir ses populations. D'accord? Donc nous, de ce point de vue-là, c'est vrai que, tel que mes co-débatteurs l'ont souligné, l'agriculture, c'est une partie, justement, c'est une des réponses, justement, à cette question de famine, parce que aussi au Sénégal, c'est là qu'on voit un peu la séparation entre tout ce qui est agriculture et élevage, tout va ensemble. Une exploitation agricole, c'est deux systèmes, c'est le système de culture et le système d'élevage. Donc il faut qu'on aille vers là, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la promotion des fermes familiales. Il faut tenir compte un peu des producteurs, des agriculteurs qui sont les plus démunis. C'est ça qu'il faut faire. Et nous sommes en train de régler un certain nombre de problèmes. Nous organisons d'abord le ministère en tant
comment réorganiser le ministère. Nous avons lancé un programme de reconstitution du capital semencier. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais on veut quand même ramener les choses à leur juste valeur. Nous travaillons là-dessus. Une fois que ça c'est fini, nous allons lancer une grande concertation avec les partenaires, les acteurs sur le terrain pour voir ensemble comment trouver des solutions durables à cette question justement de la production agricole et de la sécurité alimentaire. Parce que c'est ça qu'il faut régler d'abord. On ne vient pas pour dire oui, autosuffisance, machin et tout. Non, d'abord, par étapes, nous voulons que dans 2, 3 ans, 4 ans, même si M. Favre dit que ça va revenir, c'est vrai que c'est cyclique. Nous voulons prendre les devants pour que quand même, si on n'arrive pas à complètement éliminer justement ces risques de famine, d'insécurité alimentaire, que ce soit réellement minimisé. On veut que dans 4 ans, dans le pas de temps de 4 ans, qu'on règle les problèmes de sécurité alimentaire. La sécurité, oui, parce que la sécurité alimentaire, c'est d'abord, comme je l'ai dit au début, qu'on permette que l'État investisse. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, c'est vrai, dans l'agriculture, mais malheureusement, c'est d'autres qui captent justement ces financements. Ça ne va pas directement à la place qu'il faut. Justement. Donc, on va le faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons faire en sorte que le producteur puisse disposer justement à proximité de suffisamment de terres. Vous avez évoqué, peut-être qu'on y reviendra, sur l'accaparement des terres, pour que le producteur puisse disposer de terres, qu'il puisse faire au moins 2 campagnes par an et qu'il produise ce qu'il va manger. Nous allons développer des banques de céréales qui vont, parce qu'on va revenir là-dessus, ce sont des recettes qui ont marché par le passé et qui permettent justement de sécuriser certaines productions et que, bon, voilà, les périodes de soudure soient écourtées. À la limite, si on peut les éliminer, les périodes de soudure, on va y arriver. Alors, le regard de notre ami Cissé avec Oxfam, justement, pour juguler, pour stopper, pour arrêter justement cette crise alimentaire. Oui, d'abord, vous avez apostrophé suite au message de Baba Mal. Donc, c'est dire sur 2 choses. D'abord, la crise actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on continue toujours à faire un appel pour cette crise alimentaire-là. Parce que, bien sûr, Cyprien l'a dit tout à l'heure, la réponse a été beaucoup plus rapide cette année que pendant les crises alimentaires, parce que la reconnaissance des gouvernements aussi a été beaucoup plus rapide. Déjà au Niger, en 2010, quand la crise s'est installée, il a suffi qu'un autre gouvernement vienne, et pour reconnaître la crise, je crois, le 10 mars. Oui, et déjà, c'était trop tard. Trop tard, très peu. Oxfam, c'est comme ça qu'il avait vu la chose, trop tard, très peu. Parce que quand la réponse est tardive, ça coûte beaucoup plus cher. Déjà, pour les enfants malnutris, il ne s'agira plus de les prendre en charge, mais de les traiter. Et donc, le traitement coûte beaucoup plus cher que la prévention. Donc, pour cette crise, il faut encore investir parce que le gap est encore là. Sur les besoins qui ont été identifiés, seulement 51% sont financés. Et c'était des besoins de 1,651 milliard de dollars. Il faut agir rapidement et aussi financer les secteurs qui sont sous-financés. Parce qu'il y a la sécurité alimentaire, il y a l'hygiène, il y a beaucoup d'autres choses, il y a la nutrition, etc. Donc ça, c'est Maintenant, pour faire face aux prochaines crises, parce qu'elles vont venir, comme l'a dit Moussé Senghor, c'est en fait d'être prêt, c'est-à-dire de prévenir. Et la CEDEAO, bien sûr, a développé une charte que les 17 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad, ont adopté. C'est la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est à médiatiser, c'est à faire circuler. Oui, bon, c'est les États qui sont responsables. S'il y a 3 piliers, d'abord, il y a l'analyse de l'information, la fourniture d'une information, parce que quand on n'a pas l'information, on ne peut pas prendre des décisions justes. Il faut l'information pour voir cette crise-là, est-ce qu'elle va venir ou pas, et préparer les réponses. Et cette année, quand même, les gouvernements ont réagi très tôt. Le Sénégal n'a pas réagi très tôt, il faut chercher des raisons ailleurs. La coordination et quels sont aussi les instruments qu'il faut utiliser pour répondre à cette crise. Maintenant, pour prévenir, on l'a dit tout à l'heure, pour prévenir ces crises-là et y faire face, on l'a dit, c'est l'investissement dans l'agriculture, dans les systèmes de protection sociale, dans les réserves alimentaires, comme l'a dit M. Senghor, les réserves de proximité, parce que Oxfam aussi milite beaucoup
pour l'investissement dans les réserves de proximité. Au niveau de la CEDEAO, on développe la réserve régionale, mais il ne faut pas oublier les réserves nationales, il ne faut pas oublier les réserves de proximité qui, quand une crise survient, constituent la première ligne de défense. Et elle ne devrait pas constituer la première ligne de défense pour répondre aux urgences, mais aussi permettre, parce que ces réserves de proximité, banques céréalières, on l'a appelé comme vous voulez, doivent aussi permettre à ces populations-là de réguler les prix et de faciliter l'accès à l'alimentation. Les greniers tout court. Voilà. Monsieur Favre, peut-être que là aussi, en tant que partenaire au développement, vous avez de l'espoir que cette crise sera jugulée. Monsieur Senghor parle de 4 ans. Je pense que c'est acceptable pour qu'on n'ait plus à en parler, justement. Ça va être dur, mais faisable. Non, absolument. Il y a un effort concerté de tous à faire et c'est tout à fait souhaitable que les crises soient intégrées, qu'on puisse... elles vont arriver. Ce qui doit ne plus arriver, c'est l'insécurité alimentaire. Qu'il y ait des mauvaises récoltes, il y en aura toujours des mauvaises récoltes, mais que l'impact sur les populations soit aussi grave, ça n'est pas acceptable. Et c'est d'autant moins acceptable que pour nous, en tant que partenaires financiers, si vous voulez, on a répondu à cette crise d'un point de vue humanitaire, donc c'est très cher. On vient trop tard. Un enfant mal nourri, pour le traiter, qui est vraiment au stade le plus sévère, le plus aigu, qui est juste avant la mort, ça coûte 100 € à peu près, donc c'est 66 000 francs CFA, juste pour le traiter. C'est cher quand on a 300 000 enfants, ne serait-ce que dans un pays. On attend dans le Sahel cette année 1 million d'enfants. Donc vous voyez un petit peu les coûts. Alors que si on arrive à prévenir un franc CFA de prévention a beaucoup plus d'impact qu'un franc CFA de réponse à une crise humanitaire. Donc c'est par là qu'il faut aller, bien sûr. Alors oui, monsieur Senghor. Je voudrais juste réagir à ce que disait monsieur Cissé. Bon, le Sénégal a réagi tardivement. Alors moi, je voulais dire, je voulais dire juste, il faut voir que nous étions en période électorale et tout, donc s'approprier les dossiers et prendre la mouvance. C'est même pas là, parce que écoutez, vous vous souvenez bien que toutes ces années-là, on nous a dit qu'il n'y avait pas de famine au Sénégal, que personne n'avait faim. Vous vous souvenez que ce n'était pas un problème, que c'était un faux problème? C'est quand on est arrivé qu'on a réagi immédiatement pour dire oui, il y a un problème. Et nous nous sommes approchés de nos partenaires comme le PAM, la FAO et tout ça, qui nous ont... Les chiffres étaient là. Nous avons reconnu effectivement que justement il y avait des problèmes de famine dans le Sénégal. Et c'est là qu'on avait... L'évaluation était là, mais il n'était pas reconnu. C'est ce qui explique en partie le retard dans la réaction. Mais... non. Vous en avez fait une appropriation. Absolument. Et surtout de cette charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, une initiative de la CEDEAO. Mais écoutez, et puis, moi je vais être plus ferme sur la question. En fait, ce n'est pas une fatalité. On peut régler ces questions d'insécurité alimentaire chez nous. Parce que ça s'est réglé ailleurs. Heureusement. Bon, ce n'est pas parce qu'il y a eu de mauvaises récoltes sur une campagne que ça va être comme ça. Parce que si on se fie simplement à l'hivernage, oui, dès qu'il n'y a pas de pluie suffisante, conséquence, on reprend. On ne peut pas être dans un pays où on a presque 35 milliards de mètres cubes d'eau disponible, dont 4 milliards d'eau souterraine qu'on peut mobiliser. Il y a des pays comme le Maroc où on va chercher l'eau jusqu'à 300 mètres. Chez nous, en moyenne, c'est 80 mètres. Donc, il n'est pas question de continuer à se baser uniquement sur les pluies. Il faut que l'on se mette à l'évidence que c'est possible effectivement de faire minimum 2 campagnes. Si on se rate sur une campagne d'hivernage, la contre-saison est là. On peut faire 3 campagnes. L'hivernage, la contre-saison froide et la contre-saison chaude. Tout à fait. Il faut maîtriser l'eau. Il y a de l'eau suffisamment au Sénégal. Nous avons beaucoup plus d'eau qu'au Mali, qu'au Burkina Faso, qu'au Niger. Voilà. Donc, nous allons appuyer notre politique sur 3 piliers. La maîtrise de l'eau, c'est l'intrant numéro 1. S'il n'y a pas d'eau, il faut oublier. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture sans sol. L'aéroponique, l'hydroponique, ça existe. Mais on ne peut pas faire de l'agriculture sans eau. Donc, c'est la maîtrise de l'eau. Deuxième pilier sur lequel on va s'appuyer, c'est la mécanisation. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu en quoi nos superficies ont chuté, emblavé, comment notre population agricole a vieilli et que la jeunesse n'y est pas.
il faut que ce soit attractif. Eh bien, en même temps, il faut que l'on mécanise un peu notre agriculture. On continue à travailler avec la daba, la houssine, la houe occidentale. Ce n'est pas acceptable. Le deuxième pilier, c'est la mécanisation. Le troisième pilier sur lequel nous allons nous appuyer, c'est la recherche qui est en amont de tout et la formation. Et il est possible, bon sang, dans ce pays, de faire 2 campagnes minimum avec une intensité culturelle qui dépasse 1 et de produire suffisamment de céréales pour la consommation locale. C'est possible et on va s'inscrire dans ça. Maintenant, le reste, il faut effectivement qu'on travaille avec les autres. Il n'est pas question maintenant de continuer à tendre la main à des partenaires qui sont bien gentils et qui viennent nous apporter en fait leur soutien. Mais l'État va prendre le lead de la sécurité alimentaire à partir de maintenant. Tout à fait. Voilà, je pense que M. Cissé, c'est un discours rassurant des autorités politiques du Sénégal quant à la gestion durable et pérenne de la crise alimentaire. Oui, c'est un discours rassurant qui, si ça se réalise, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais c'est dans ce sens même que nous appelons Oxfam les États à respecter aussi leurs engagements par rapport à l'investissement dans l'agriculture. Bientôt, l'anniversaire des 10 ans de Maputo va arriver. Et il y a peu de pays qui ont investi 10% de leur budget national. Je ne parle pas du budget d'investissement parce que le budget d'investissement, il y en a qui ont beaucoup de pays qui ont dépensé plus de 10%. Mais le budget national dans l'agriculture. Je crois que c'est une bonne chose. Et parce que l'agriculture aussi, c'est ça qui permet aussi le socle du développement. Mais aussi, je vais revenir sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure avec l'alerte de la FAO sur les prix et tout ce discours aussi sur la production. Il faut regarder aussi que nous sommes influencés par l'environnement lointain avec ces crises alimentaires qui se transmettent dans nos pays. En 2008, on a vu que c'est la crise mondiale. Parce que longtemps, on a négligé l'investissement dans l'agriculture qui ne nous a pas permis, ces dernières années-là, d'améliorer notre productivité et notre production pour nous permettre de faire face à tout choc. Et je crois que, par exemple, cette année-là, on parle de chute énorme de production au niveau du maïs pour les États-Unis, pour le blé. Si, malheureusement, notre production de maïs ne marche pas cette année-là, on va ressentir, ça va se transmettre. Mais prions que la production de maïs soit au top au niveau de la région cette année-là pour que la hausse des prix ne se transmette pas au niveau de nos pays. Alors, peut-être pour terminer avec M. Mon plaidoyer va plus loin, comme vous l'avez vu déjà, que l'agriculture. Elle est plus sur une des politiques qui dans sa globalité, s'attaque à la pauvreté. Mais il y a beaucoup d'optimisme à avoir. Des pays ont déjà énormément travaillé sur la réduction de la faim. L'exemple le plus cité, c'est celui du Brésil, par exemple, qui a réussi à diminuer beaucoup sa malnutrition par une volonté politique forte de le faire et ensuite par un lien entre l'agriculture et l'éducation des enfants et la santé des familles. Donc voilà, c'est le lien multisectoriel, c'est complexe mais il faut le faire, qui a déjà montré des résultats très positifs. Donc je suis tout à fait optimiste pour les années à venir et il faut vraiment aller par là. Alors, nous allons terminer cette émission justement à l'occasion de cette journée de l'action humanitaire, alors que nous avons réalisé avec nos amis partenaires, M. Alassane Cissé, responsable régional du plaidoyer sur la sécurité alimentaire, M. Fabre Cyprien, chef de bureau Commission européenne, DG de ECHO, et bien entendu M. le représentant du ministère de l'Agriculture, M. Jean-Pierre Senghor, qui nous a également rassurés. Eh bien, nous allons nous quitter sur cette note d'espoir. Eh bien, notre thème d'aujourd'hui porté sur la crise alimentaire au Sahel. Eh bien, il faut de la volonté juste, la volonté des États, la volonté des politiques et des partenaires, et bien sûr pour accompagner cette volonté politique et pour parvenir à juguler cette crise alimentaire au Sénégal, au Sahel, et une appropriation justement de cette charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Merci à M. Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je sais que le temps est très très court. Vous pensiez qu'une heure c'était long, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Merci, Alors, M. Monsieur Senghor, Merci. merci, bonne continuation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 19h-20h. Alors à toutes, à tous, nous vous souhaitons une bonne célébration de cette journée mondiale de l'action humanitaire et à toutes ces personnes justement qui s'investissent dans l'action humanitaire, nous leur souhaitons bonne continuation. Il y en aura toujours pour eux. À toutes, à tous, à très bientôt.